À quoi ressemble la vie quotidienne dans la ville de Kherson qui avait survécu à l'épreuve de l'occupation, des bombardements et des inondations? Que sait-on de la contre-offensive dans cette région qui sous-entend une traversée du fleuve Dnipro par les troupes ukrainiennes? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Volodymyr Yermolenko, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef de ukrainevolt.org, président d'Open Ukraine. Nous nous sommes rendus à Kherson et sa région à la veille du premier anniversaire de sa libération, qui a eu lieu le 11 novembre 2022. Nous vous racontons ce que nous avons vu. Bonjour Volodymyr. Alors, nous nous sommes rendus de la Kherson et sa région il y a moins de 2 semaines déjà. Donc ce sont des dates importantes puisque ce sont les dates qui sont très liées à la libération de cette ville qui était occupée au printemps et l'été 2022, qui a été libérée. Alors nous avons revisité cette ville parce que notre premier voyage à Kherson, il date de décembre 2022, donc c'est-à-dire presque tout de suite après la libération. Aujourd'hui, la ville semble vivre autrement. Donc ma première question à toi serait: quelles étaient tes impressions après avoir revu cette ville martyre, sans exagération, plusieurs mois après? Oui, il faut dire que Kherson a vécu vraiment des situations horribles. D'abord, l'occupation qui a duré 8 mois. Après, quand la ville a été libérée, bien sûr, c'était une grande joie pour ses habitants, pour tous les Ukrainiens. Mais il faut dire que les Russes sont juste passés de l'autre côté de Dnipro et la fleuve la plus grande de l'Ukraine. Ils ont commencé à tirer sur la ville par l'artillerie presque chaque jour. Et on a été en mois de décembre. La situation était très dure. On est venu juste après une attaque massive sur le marché et supermarché. Donc on sait bien que les Russes, très souvent, ils tirent à la foule des gens. Et puis après, cette tragédie de l'inondation, après l'explosion de barrage de Kakhovka, qui a inondé une grande partie de la ville. Et maintenant, on a visité quelques quartiers de Kherson, surtout Korabel, où l'eau était au niveau de 2e étage. Mais imaginez-vous, deuxième étage selon le calcul ukrainien, en France on dira premier étage, mais c'est énorme, c'est quelques mètres de l'eau, et les premiers étages, maintenant ils sont pas vivables du tout, et la ville continue à vivre sous le bombardement russe quotidien, et quand on a quitté la ville, on était aussi très très proche à des frappes d'artillerie, donc après disons 15h, 16h, la ville les rues de la ville deviennent absolument vides. Et c'est ça qui est l'impression. Peut-être de l'autre côté de cette histoire, c'est quand même des gens. Et peut-être tu peux raconter encore plus sur des gens qu'on a rencontrés. Oui, donc mon impression était que malgré les bombardements qui sont vraiment tous les jours à Kherson, donc rappelons-nous la dernière fois, donc l'année précédente, nous étions dans cette ville au mois de décembre. Alors il faisait pas beau, tout était gris, il y avait peut-être pas la pluie, mais je me rappelle de ce vent violent qui était là. C'était les premiers jours après l'euphorie de libération. La population de cette ville, bien sûr, elle était très très choquée par les bombardements qui ont commencé, et les troupes russes
russes se situaient justement de l'autre côté du fleuve Dnipro, c'est-à-dire dans certains endroits, ça voudrait dire moins d'1 kilomètre. Donc le fleuve Dnipro, et tout de suite, directement après ça, on avait des troupes russes. Donc des snipers pouvaient tirer sur des gens qui étaient sur rive droite, en fait, qui se baladaient ou qui allaient chercher de l'eau, etc. Aujourd'hui, il y a quelques jours, au moment où nous nous sommes rendus à Kherson, j'étais quand même frappée par la beauté de la ville. On a vu des gens qui étaient dans la rue. La ville, malgré le fait qu'il est relativement vide, donc rien à voir avec une ville telle que Kiev, par exemple, c'est quand même une ville de très près de la ligne du front. Les rues sont plutôt vides, mais il y a des commerces qui sont ouverts. Il y a des gens dans la rue qui se baladent sans gilet pare-balles. On peut aussi remarquer que les gens essaient de rester près du mur. Ça, c'est un réflexe d'ailleurs qu'on reprend très vite, de rester à côté du mur parce que des frappes arrivent très vite. Mais il y avait des gens dans la rue, il y avait toute cette automne très, très belle cette année en Ukraine et beaucoup de sourires malgré tout chez les gens que nous avons rencontrés. La première fois, en décembre, je me rappelle, on se retrouvait au sous-sol de théâtre. Et cette fois-ci, les gens avaient l'air de ne plus vraiment avoir peur de rester là-bas. Donc la ville est plutôt vivante, malgré le manque de population. Rappelons aussi les chiffres. Avant la grande invasion russe, il y avait 270 000 personnes, donc la population était presque 300 000, donc c'était une grande ville à un centre régional. D'ailleurs, le seul que les troupes russes ont pu occuper depuis 24 février 2022. Aujourd'hui, les chiffres qui nous ont été communiqués par des locaux, si je ne me trompe pas, c'était entre 70 et 90 000. Donc ça veut dire il en reste un tiers de population puisque les autres sont partis, puisque c'est vrai qu'il est très difficile de vivre dans les circonstances comme ça. Donc, et ceci bien sûr après inondation, les chiffres communiqués par des locaux, une fois de plus, 1000 maisons ont été inondées. 1000 maisons, y compris des maisons, c'est-à-dire des immeubles de plusieurs étages. Comme tu avais dit avec raison, tout le rez-de-chaussée était inondé, c'est-à-dire que ça fait des appartements qui ne sont plus habitables, puisque l'eau avait monté. Elle était haute pendant 14 jours, donc ça, 2 semaines. Donc elle est redescendue après, donc nous n'avons pas constaté la présence d'eau. Cette fois-ci, elle est repartie, mais elle a causé énormément de dégâts et donc 1000 familles se sont retrouvées, plus de 1000 familles parce qu'on y comprend des immeubles à plusieurs étages, se sont retrouvées avec leur habitation sévèrement endommagée, qu'il est très difficile de réparer étant donné que Korabel, ce quartier, se trouve à la proximité immédiate du fleuve Dnipro. Ça veut dire que tu ne peux pas faire des travaux de réparation tant qu'il y a des bombardements tous les jours, tant que les vitres sautent tous les jours, etc. Oui, et de l'autre côté, il y a bien sûr des gens très très courageux qui restent là. Et on a rencontré des journalistes, Maxime, Alexandre, Olena, n'est-ce pas? Qui sont, tu dis que les gens sont sans gilet pare-balles, mais eux, ils portent toujours des gilets pare-balles parce que parfois ils arrivent plus proches de la rivière. Et c'est vrai que le plus proche tu es de fleuve Dnipro, le plus dangereux, c'est pour ta vie. Et il y a une autre histoire. Et il faut bien la raconter, l'histoire des musées. Donc, on a visité au mois de décembre le musée de l'art, de l'art de peinture, de sculpture. Maintenant, on a visité le musée de l'histoire locale. Et à vrai dire, je ne peux pas vous dire ce que m'a frappé le plus. Donc, les 2 musées ont été... Tous les objets de ces musées, presque tous les objets, ont été volés par l'armée russe. Toutes les peintures de ce musée de l'art, et c'est environ 10 000 peintures, sculptures et d'autres objets. Lorsqu'on parle du musée de l'histoire locale, la quantité des objets qui étaient là, c'est presque 200 000.
Et ce sont des objets d'archéologie, par exemple, de ces régions-là, des régions du nord de la mer Noire. Et en fait, les Russes ont volé presque tout. Donc les travailleurs du musée, nous avons dit qu'il y a aussi des objets qui restent, qui ont été sauvegardés et qu'ils peuvent aussi créer des expositions. Bien sûr, c'est très important, mais imaginez-vous l'ampleur de ces crimes, de voler quelques centaines de mille d'objets dans le musée. Donc, et c'est très important de voir ça aussi comme une partie de cette guerre. C'est une guerre aussi contre l'identité, contre la mémoire, contre la civilisation. Parce que qu'est-ce que c'est que l'histoire, qu'est-ce que c'est que ce musée de l'histoire locale, Kraïeznavtchi Musée de Kherson? C'est le musée où il y a, disons, des salles sur la culture grecque dans la région, dans les steppes du nord de la mer Noire, de la région de la mer Noire, des colonies des Grecs anciens, de l'Antiquité, qui sont très importants pour notre identité ukrainienne, parce qu'elles nous donnent l'idée que, voilà, on était inscrit dans cette histoire méditerranéenne, si vous voulez, de l'Antiquité. Et c'est quelque chose qui est très important des racontes sur l'histoire ukrainienne maintenant. Par exemple, quand Timothy Snyder parle de l'histoire ukrainienne, il commence précisément de l'Antiquité. Il commence par une question, mais d'où les Athènes grecques, les villes grecques, Athènes et d'autres, d'où venait le pain? D'où venait le pain pour manger? Et précisément des steppes de la mer Noire, et surtout des territoires de l'Ukraine contemporaine. On parle de la colonie grecque qui s'appelle Olvia, qui est très important, et il y a une salle consacrée à Olvia. Il n'y a rien maintenant, les Russes ont robé tout, ont volé tout. Et il y a la salle de l'or skite, site, je ne sais pas comment c'est. Il faut prononcer. Donc la culture de Skiti ancienne, qui est aussi très très liée à la culture ukrainienne, même contemporaine. L'or et l'argent, les objets d'or et d'argent sont comme un signe, un symbole de cette culture. Ils ont été volés par des Russes. Pourquoi ça? Parce que il y a beaucoup dans l'histoire ukrainienne qui est l'objet surtout de l'archéologie, donc qui est dans la terre, qui a été excavé par des archéologues. Et ça nous donne quand même ce sentiment de la profondeur de l'histoire. On ne dit pas, bien sûr, que les Skythes étaient des Ukrainiens, etc. Mais on dit qu'il y a un parti très important dans la culture ukrainienne, dans cette terre-là. Ce sont des colonies grecques, ce sont des Skythes, ce sont des tribus iranophones, turcophones, etc. Et comme l'Ukraine essaye de se comprendre comme un pays vraiment très, très multiculturel et très, très divers, c'est important. Là, maintenant, quand les Russes volent tout ça, ces objets, alors ils volent aussi, ils annexent notre histoire avant annexer nos territoires. Oui, c'est l'annexion du passé en quelque sorte. Il faut aussi voir le mode d'emploi, comment ça se passe. Il y a un certain parallélisme entre l'histoire du musée de l'art et ce musée de l'histoire locale que tu mentionnes, puisque dans le cas de deux musées, dans un premier temps, les occupants essayaient de chercher, et avec un certain succès, il faut aussi le dire, des collaborateurs qui seraient d'accord de travailler avec eux et puis de faire de la sorte que ce sont des musées russes. Alors que, dans un premier temps, ils croyaient qu'ils restaient à Kherson pour longtemps. Donc les pillages et voilà le fait de voler tous les objets de ces deux musées, ça remonte à ces dernières semaines de l'occupation, on va dire à fin octobre, début novembre, c'est-à-dire au moment où les frappes ukrainiennes devenaient de plus en plus fréquentes. Donc ils sentaient l'approche des troupes ukrainiennes, ils envisageaient déjà l'éventuelle possibilité que ils vont devoir se retirer de là. C'est à ce moment-là, d'une manière vraiment très vite, que ce soit dans le musée de l'art, que ce soit dans ce musée de l'histoire, qu'il y a des hommes et des femmes, des dizaines qui arrivent, ils sont pillés sans doute, des Russes, autres, et ils prennent des grands plaques en plastique, ils arrachent, mais c'est pas une métaphore, ils arrachent littéralement en toute vitesse
tout ce qu'ils voient. Voilà, ils le mettent dans les sacs plastiques et après, ils les chargent dans les camions pour les transporter. Donc, c'est-à-dire, il y a ce côté barbare qui est très transparent ici. Et bien sûr, il s'agit de démontrer que, voilà, que cette histoire qui a eu lieu sur le territoire qui est actuellement au territoire ukrainien, qu'elle n'appartient pas à l'Ukraine, qu'elle appartient à la Russie. Donc c'est cette pensée voilà, impérialiste qui est toujours dans ce travail ici. Et nous avons pu d'ailleurs parler avec les témoins directs voilà, de ce pillage de musée de l'histoire locale, un homme, un gardien, qui était là d'ailleurs présent, nous avons pu converser. Elle racontait vraiment minute par minute comment ça se passait, ce qu'il avait vu. Et donc malheureusement la collection de tout ce musée-là elle se retrouve dans un endroit qui n'est pas même pas spécifié, même connu voilà, par l'administration du musée ni par le gouvernement ukrainien. Donc il s'agit des objets précieux tel or, mais aussi il s'agit des objets précieux dans le terme de histoire. Voilà, donc c'est des objets historiques qui sont très importants. Et donc tout cela démontre que voilà, l'occupation, ça veut dire aussi voilà, la destruction de l'identité. Ça veut dire tuer les cultures, annexer le passé, faire de la sorte que ça n'existe plus. Et donc, voilà, tout ceci sera bien sûr à retrouver plus tard. Tout ceci sera à réintégrer ensuite, voilà, au narratif ukrainien, mais ça sera malheureusement beaucoup plus tard après la libération de tout le territoire ukrainien. Ce sont aussi l'histoire de l'occupation, ce sont aussi l'histoire de héroïsme. Et parfois, on entend d'un scepticisme par rapport à nos amis dans d'autres parties du monde qui disent qu'on est sceptique par rapport au mot héroïsme et héros. Et oui, tu es sceptique, on est sceptique par rapport à ces mots quand tu vis un peu de l'autre côté de l'histoire, en observant l'histoire. Quand tu es dans l'histoire, ce mot acquiert un sens nouveau, peut-être un sens ancien. Et l'histoire qu'on a vue, donc qu'on a été racontée, cette histoire des défenseurs de Kherson qui ont décidé vraiment de défendre la ville contre les chars russes. Et c'est une histoire très très touchante et très très tragique. Peut-être tu peux nous raconter. Oui, donc là, il faut rappelons les faits d'abord. Rappelons les faits que d'abord, les troupes russes qui ont attaqué la région de Kherson, ils n'ont pas tout de suite occupé la ville. Ils ont d'abord progressé d'une manière assez spectaculaire, plus au nord. Donc c'était les 24, 25, 26, 28 février. Et ce n'est que le 1er mars qui se sont approchés de Kherson et il y avait cette défense territoriale de Kherson, c'est-à-dire des civils, avec des cocktails Molotov. Ils étaient quelques dizaines à se placer dans leur parc qui s'appelle le parc ou le square du Lila, à l'entrée, à l'extrémité, en fait, nord de la ville. Et donc ils étaient là en attendant des colonnes de chars qui étaient déjà rapportées. Et donc ils espéraient en tout cas essayer d'arrêter les chars, les voitures blindées russes qui entraient dans leur ville. Or que cette colonne de chars, d'après ce que nous ont raconté des journalistes que tu avais mentionnés, Maxime, Olena et autres, qui étaient présents et qui connaissaient très bien cette histoire, voilà, les chars se sont arrêtés à une certaine distance, ils ont tiré délibérément contre cette défense territoriale, c'est-à-dire contre les gens qui n'étaient pas proprement dit armés. Et malheureusement, quasi-totalité de ces personnes-là, ils étaient morts sur le coup. Mais le plus tragique a eu lieu après, puisque non seulement ils ont tué tout le monde, mais ils ont empêché pendant de longs jours encore d'enterrer leurs corps. C'est-à-dire que les corps restaient à ciel ouvert pendant encore quelques jours. Et il y avait des négociations menées par un prêtre qui a finalement y arrivé, voilà, en demandant de les enterrer. D'où, en fait, la raison, on n'a pas pu. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des corps qui n'ont pas été identifiés. C'est-à-dire qu'il y avait le temps qui avait passé. Tous les corps ont été collectés, transportés et enterrés à l'autre bout de ville, littéralement. Nous avons visité, avec toi et nos amis de PEN Ukraine, nous avons visité ce square de Lila. Aujourd'hui, il y a un mémorial
à cet endroit-ci, voilà, quelques mots pour commémorer le héroïsme de ceux qui sont tombés, même pas au combat, parce que c'était même pas un combat, ils étaient massacrés par des troupes russes, mais qui étaient quand même eu le courage de faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Dans ces conditions-là, il y a un mémorial. Aujourd'hui, cet endroit-ci, il a l'air plutôt beau parce que la nature, elle reprend ses forces. Nous avons vu des fleurs, nous avons vu des arbres qui ont fait tout leur cycle depuis printemps, été et l'automne. On nous a montré par contre les photos à quoi ressemblait ce square tout de suite après les événements, c'est-à-dire qu'il y avait même les arbres ont été cassés littéralement parce qu'il y avait des obus de chars qui venaient contre ce square et donc ça faisait énormément de dégâts. Et donc voilà, cet héroïsme-là, je tiendrais à souligner, voilà, de cette thèse sur héroïsme des habitants de Kherson aussi, l'héroïsme de ceux qui ont défendu des musées. Nous avons rencontré avec toi et nos amis, en décembre 2022, cette directrice adjointe du musée de l'art, qui, elle, pendant de longs mois de l'occupation, elle faisait tout son possible pour que l'occupant ne sache pas où se trouve la collection. Ils ont cassé la collection principale, et donc elle faisait semblant que la collection a été évacuée. Or que ce n'était pas vrai, et risquait sa vie à mentir face à l'occupant. Et donc finalement, ils ont découvert qu'il les a menti. Après, elle a fait la même chose pour la liste informatique, c'est-à-dire que pour tous les logiciels qui étaient associés à cette collection-là. Et donc, et nous avons assisté avec toi par pure chance. Donc, lors de notre deuxième voyage à Kherson, là, maintenant, nous avons assisté au moment où les médailles ont été distribuées. Et donc, cette dame-là, elle s'appelle Anna. Elle a reçu sa médaille justement pour son héroïsme durant l'occupation, pour avoir fait tout le possible, même si c'est un succès. Voilà, il leur manquait quelques jours seulement. Donc, de sauver la collection. Et donc, à l'intérieur de la ville, on y trouve beaucoup de gens de courage, ceux qui ont survécu à l'occupation, mais sans doute les plus courageux sont ceux qui restent à l'intérieur de la ville, même maintenant. C'est-à-dire que après des mois et des mois de frappes qui sont devenues une partie du quotidien et qui restent à l'intérieur de la ville pour assurer tant bien que mal le travail de musées, mais aussi des bibliothèques. Nous avons visité avec toi et nos amis une bibliothèque pour enfants. Et donc, à chaque moment, à chaque voyage, d'ailleurs, on est frappé de voir que c'est dans les bibliothèques et que c'est dans les centres de culture, qu'on trouve toujours ce noyau dur de volontaires qui aident les populations civiles, qui aident aussi aux militaires. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette force de la culture qui fait que les gens qui ne s'occupent pas uniquement de livres, mais qui s'occupent justement de toutes les activités destinées à aider la population civile et militaire aussi. Et il y a toujours cette communauté, c'est ce réseau-là qui est très actif dans les endroits comme ça. Parlons aussi des villages autour de Kherson. On a visité 3 villages, et Tchernobaïvka, Blagodatne et Posad Pokrovski. Et je pense qu'on peut juste raconter quelques histoires sur 2 de ces villages. On a été à Blagodatne qui était occupé, et donc les gens vraiment ont eu l'expérience de cette occupation, et c'est très important pour nous d'écouter ces gens, ces simples gens, ces femmes surtout. Donc on n'a pas rencontré un seul homme d'ailleurs. Et ce que nous frappe, c'est que comment les paysans ukrainiens, les gens très simples, comment ils sont choqués par cette barbarie de l'armée russe, cette barbarie des soldats. Quand ils voient les soldats qui volent les choses très 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 simples des maisons, qui cassent les portes des maisons et qui volent tout ce qu'ils veulent, qu'ils prennent tout ce qu'ils veulent. Ou bien sûr, les histoires de kidnapping et de torture. On a parlé avec une femme dont le fils était enlevé 2 fois, battu sévèrement, et la 3e fois, il n'est pas revenu. Et il ne sait pas, même aujourd'hui, il ne sait pas où il est. Donc, il y a des dizaines, peut-être des centaines de gens dans la région de Kherson qui
qui ont un statut de mécène, de quelqu'un qui était kidnappé, de quelqu'un qui était disparu, et on ne sait pas où cette personne est vivante ou pas. Parce que les Russes, ils donnent aucune information. Peut-être ils enlèvent ces gens-là en Crimée ou aux zones occupées et les tiennent en prison, ou peut-être ils tuent ces gens-là. Et voilà. C'est une histoire quand tu ne sais pas la destinée de ton propre fils, et tu ne sais pas s'il est mort ou où ça tombe. Oui, donc c'était des histoires absolument déchirantes. Quelques femmes voilà, qui ont raconté, qui témoignaient de ce qui se passait. Il y en avait celles qui avaient perdu membres de leur famille lors des bombardements, belle-mère, beau-père, voilà, ce fils manquant. Il y avait aussi celles qui racontaient l'histoire, encore une fois, de l'héroïsme, puisqu'il y avait une dame qui s'est chargée avec son mari. Ils avaient une voiture, ils étaient seuls dans leur village, 800 habitants, ils étaient seuls à oser de prendre cette voiture et faire d'une manière quotidienne des allers-retours vers Kherson, de Blagodatne à Kherson, pour apporter la nourriture dans le village, parce qu'il faut aussi comprendre que les villages, quand ils sont occupés, ils sont bloqués. Nous avons recueilli les histoires comme ça aussi dans la région de Kharkiv, c'est-à-dire qu'un village occupé, ça veut dire village bloqué. Tu dépends, voilà, de ce que tu as dans ta maison, tu dépends de cette aide humanitaire, voilà, qui est distribuée par l'occupant, mais souvent les gens refusent de la prendre parce que voilà, ils n'approuvent pas l'occupation. Et donc cette dame-là, dans le village de Blagodatne, elle faisait les allers-retours. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire traverser plusieurs blocs-postes, n'est-ce pas, pour arriver à Kherson, pour acheter à manger, donc les produits du base, et puis pour rentrer au village et puis le vendre. Voilà, de vendre ou distribuer aux autres habitants de ce village. Il y avait aussi l'histoire de voilà, tu as mentionné ce barbarisme. Je me rappelle, une dame avait dit que les soldats russes leur ont posé la question, mais comment s'appelle cette ville? Cette ville, donc imaginez un village de 800 habitants seulement, c'est un petit village en fait. Pourquoi ils croyaient que c'était une ville? Parce que ils voyaient sur les routes, il y avait l'asphalte. Et donc pour voilà, les occupants russes, c'était une ville, parce que ce sont des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils ont aussi raconté des choses, des tortures et des viols. Et c'est une des rares fois qu'on entend parler de viol d'une manière voilà, comme ça explicite. Une de ces femmes, elle était âgée, elle a raconté qu'un jour, il y avait des soldats russes qui sont venus les voir. Ils ont dit que, écoutez, nous avons besoin de filles, nous avons besoin de femmes. Alors que dans tout le village, il n'y avait plus personne. Voilà. C'est-à-dire il y avait des femmes, mais c'était des femmes âgées, ce n'étaient pas des femmes jeunes, ni filles. Et donc, alors, ils ont pris 3 filles du village à côté, 14, 16 et 22 ans. Donc, voilà, qui était amenée voilà, vers ces soldats-là. Cette jeune femme de 22 ans, elle était d'ailleurs déjà mère de 3 enfants, à l'âge si jeune. Et on sait que son destin, il était tragique parce que elle était justement avec ces soldats au moment où l'obus ukrainien avait touché leur poste, et donc elle était morte dans cette frappe. Donc on voit voilà un répertoire un peu classique, voilà, banal, mais voilà, c'est ça la banalité du mal. Il s'agit toujours de vol, de viol, de l'agression, de blocage, de blocus de village, voilà, que tu ne puisses pas te déplacer d'une manière libre, de disparition de quelqu'un de ta famille, ou des frappes en permanence. Nous avons parlé avec une femme qui avait perdu d'abord sa belle-mère. Sa belle-mère, elle était morte, voilà, parce qu'elle était tuée par un obus russe qui avait tombé à côté de sa maison. Et 40 jours plus tard, pile, son beau-père était aussi tué. Et donc, un détail qui m'a frappé, je me rappelle que il racontait comment il est difficile d'organiser l'enterrement. Parce que quand il y a quelqu'un qui meurt, qui est tué, en fait, dans ce village, à cause des obus, après, il faut l'enterrer. Comment le faire tant que les bombardements continuent?
Et donc, ils se déplacent, voilà, un groupe minimal. Donc, il n'y a pas des grands obsèques. C'est juste quelques proches qui se déplacent à un cimetière. Il y a toujours quelqu'un qui aide, voilà, à faire la tombe. Et ici, un bombardement recommence et se cacher à l'intérieur de trous de tombes le temps que ça cesse pour continuer la cérémonie. On entend parler de ça, on comprend ce que ça veut dire, voilà, de se retrouver, de continuer à vivre dans les zones de guerre et dans quelles conditions tout ça a lieu. Et peut-être la dernière histoire qu'on va vous raconter, c'est une histoire de village qui s'appelle Posad Pokrovsk. Et c'est une. Donc, à la différence de Blahodatne qui était occupé, Posad Pokrovsk était à la ligne du front. Et c'est-à-dire qu'il était complètement détruit. Et donc, les Russes ont complètement détruit ce village. Les Ukrainiens ont été basés dans ce village. Et là, maintenant, euh, parmi une mille des maisons qui ont été là, dans un village avant la Grande Guerre, je pense que la moitié a été complètement détruite. Donc, et les autres, bien sûr, touchés ou bombardés aussi, frappés. Mais la moitié, à peu près 500 maisons complètement détruites. Et une de ces grandes maisons, c'était la maison de culture, vraiment une maison immense, construite à l'époque soviétique, avec une salle de concert de 600 places. Imaginez-vous, 600 places où il y avait des concerts, il y avait de la musique, il y avait des danses, il y avait beaucoup de... il y avait aussi comment tu dis, Un un chœur chœur. populaire, Oui, avec les chansons ukrainiennes. oui, et on a parlé avec la directrice de la bibliothèque dans cette maison de culture. On a visité cette bibliothèque, c'est vraiment une peinture, un tableau apocalyptique quand tu vois une bibliothèque détruite et les livres qui sont partout. On a fait quelques vidéos, vous pouvez voir peut-être dans nos Twitter, dans nos Facebook. Et oui, c'est très très tragique, mais de l'autre côté, et on a aussi parlé avec la directrice de la maison de la culture, et ils restent quand même, ils restent positifs, ces femmes. Ils restent positifs, ils restent très énergétiques, plein d'énergie. Et quand on pose la question, mais pourquoi? Mais vous devez être tellement triste parce que la directrice de la maison de la culture, en fait, il a travaillé à partir les années 1980. Donc, plus que 30 ans, peut-être 35 ans, 40 ans. Il a travaillé, peut-être 35 ans, oui, il a travaillé dans cette maison. Et là, maintenant, ça n'existe pas. Ça a été complètement détruit par l'armée russe. Et il dit, bah écoutez, on pouvait être tué, on pouvait n'être plus vivant. Et les jours, quand tout ça a commencé, ils devaient s'évacuer. C'était vraiment des jours les plus difficiles dans leur vie. Et ils comprennent qu'ils ont traversé la route extrêmement dure. C'est vraiment la route de l'enfer. C'est vraiment une sorte de descente en enfer. Et maintenant, elles essayent voilà, d'accepter cette vie, parce que c'est la vie, même si la vie parmi la destruction. C'est ça, quand même, l'histoire. Et là, maintenant, cette grande, immense centre de culture, là, ils ont une sorte de petite maisonnette, peut-être une chambre en plastique, mais pas en plastique, mais une sorte de tente avec des murs faits par un tissu. Et voilà, ils ont gardé quelques robes de folkloriques ukrainiennes, quelques chemises, et c'est tout qu'ils ont gardé de cette collection de la Maison de la Culture. Alors, encore une fois, cette guerre est aussi guerre contre culture. Oui, tout à fait. Et donc, il faut aussi préciser que Posad Pokrovsk, c'était la ligne du front. C'est-à-dire que Posad Pokrovsk, au nord de Kherson, c'était les positions de l'armée ukrainienne. C'est-à-dire que les troupes ukrainiennes ont pris ces positions-là, ils ont évacué. Donc, il n'y avait pas question de rester. Donc, il y avait quelques dizaines de civils qui ont resté, mais c'était vraiment ceux qui ont refusé. Donc, les autres sont partis. Et donc, 8 mois. Donc, imaginez, vous restez 8 mois sans aucune nouvelle de votre village. C'est-à-dire que, bien sûr, que c'était gardé secret, ce qui se passe, parce que c'était la zone militaire. Donc, vous revenez. Donc, toutes ces femmes-là, avec lesquelles nous avons conversé, ils racontaient, voilà, tu reviens dans ton village, tu reconnais rien.
Il n'y a pas ta maison, il n'y a pas ton lieu de travail, il n'y a pas, même pas la route, etc., etc. Mais aujourd'hui, il faut aussi le dire qu'il y a le grand projet de la reconstruction de Posad Pakrovsk, c'est un projet d'État. Il y a beaucoup de projets comment reconstruire toutes ces maisons. Il y a bien sûr aussi les sceptiques qui disent que c'est pas tout de suite, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais paraît-il qu'il y a une volonté politique en tout cas de commencer. Donc nous voyons dès maintenant voilà, des travaux qui commencent. En tout cas, il y a déjà des préparatifs qui sont visibles pour reconstruire tout ce village. Et la route, d'ailleurs, j'étais frappée quand même de voir que quand on voyage depuis Mykolaiv vers Kherson et on passe par Posad Pakrovsk, la route, c'est une route qui était refaite à neuf. Et quelques kilomètres à côté de ce village, c'était une route qui a été faite voilà, complètement rénovée. Et sans doute une chose à mentionner, voilà, Kherson reste un endroit très important du point de vue militaire, puisque sans relever trop de détails, il faut dire que voilà, cette ville qui était libérée d'une manière héroïque par l'armée ukrainienne l'année précédente, aujourd'hui il y a des opérations qui ont lieu, il y a des opérations qui sous-entendent la traversée du fleuve Dnipro qui fait au minimum 1 kilomètre de large et parfois elle fait 5 kilomètres de large. Et l'infanterie ukrainienne qui traverse avec des bateaux ce fleuve et qui est en train de mener aujourd'hui des opérations sur la rive gauche voilà, de Kherson. Ce sont des opérations très dangereuses puisque tu peux pas transporter facilement des chars, des tanks, des voitures blindées, donc tu marches à pied. Mais nous étions voilà, informés qu'il y a des opérations et ces opérations-là sont très importantes et qu'il y ait, voilà, ces opérations-là devaient d'ailleurs commencer encore en été 2023, mais à cause du fait que les Russes ont fait sauter le barrage de Kakhovka, c'était rapporté à plus tard au moment où l'eau avait descendu. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est très important du point de vue stratégique parce que ça approche l'armée ukrainienne vers la Crimée. Et donc, ce sont des opérations que nulle armée, je pense, n'oserait entreprendre face à l'artillerie, face aux missiles et face à tout ce danger-là que représente l'armée russe pour l'armée ukrainienne dans cette région-là. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Volodymyr Yermolenko, philosophe et journaliste ukrainien, rédacteur en chef de ukraineworld.org, président du PEN Ukraine. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.